c'est dans le cadre du festival TCAP que a lieu cette table ronde, donc un festival qui a lieu du 10 au 18, de samedi à dimanche prochain, avec une quarantaine d'événements qui sont quand même en présence. Et puis, il y a pas mal de tables rondes qui sont maintenues par les acteurs du réseau et par les collectifs, des membres du collectif TCAP. Voilà. Je voulais présenter Happy LSF qui est présent, donc Amélie, Lisa et Fanny qui vont traduire en langue des signes français cette table ronde. Et puis me présenter, donc Thierry Joseph du collectif TCAP, chargé de développement de l'axe culture pour développer l'offre et la pratique culturelle pour les personnes en situation de handicap. Au moins, le collectif TCAP, c'est un réseau composé de 150 acteurs qui œuvrent afin de favoriser l'accès à la vie sociale pour les personnes en situation de handicap autour de l'engagement, de la citoyenneté, de l'emploi, de la vie sociale, des loisirs, du sport et de la culture. Nous allons avoir Simon Indier et Yann Bourris qui vont représenter le cinématographe, Benjamin Durand de l'association L'Atelier Sonore qui a présenté sa structure, mais également deux projets dans lesquels il est impliqué avec d'autres acteurs qui sont Nous sommes des voix sans bouche et le projet européen La Trousse créative. Et puis ensuite, nous aurons Jérôme Courroucé de la compagnie Le Cercle Carré. Et puis, nous finirons avec Marie Rechner des Banquettes Arrière, qui nous parlera du spectacle qui est traduit en LSF. Donc là, pour l'instant, je laisse la parole à Simon et Anne du cinématographe. Écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Donc oui, donc moi je travaille au cinématographe, je suis chargé des publics et puis Anne se présentera plus longuement, mais du coup elle est coprésidente du collectif TCAP et elle a été impliquée dans plusieurs actions qu'on a menées avec TCAP. Donc je vais être très bref puisque c'est la consigne. Du coup on va aborder deux sujets avec Anne, on va se répartir la parole. Dans un premier temps, vous présenter un peu le cinématographe et un peu sa politique d'accès à la culture pour tous et toutes, notamment dans le cadre de ce qu'on a pu mettre, enfin, ce qu'on a pu mettre notamment en place dans le cadre du futur cinématographe qui verra le jour en 2023, puisqu'il y a un déménagement qui est prévu. Et dans un deuxième temps, on vous parlera d'une autre chose, d'une autre chose qu'on a mis en place avec le collectif TCAP, qui est un diagnostic d'accessibilité des cinémas associatifs sur le département de Loire-Atlantique. Voilà. Donc je vais démarrer avant de laisser la parole à Anne. Donc pour vous représenter rapidement le cinématographe, donc c'est un cinéma associatif indépendant du centre-ville de Nantes, pour ceux qui sont pas nantais, qui a, pour là encore aller très vite, je dirais dans son ADN, l'idée d'un accès pour tous et pour toutes sur tous les champs. Donc handicap, mais c'est aussi sur la question de l'accès économique, par exemple, hein, avec une politique tarifaire qui est très basse. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans l'ADN. C'est quelque chose qui a pris de l'ampleur depuis quelques années, notamment tout ce qui a trait à l'accès pour tous, à la fois sur l'impulsion de la loi. Hein, on parle souvent du fait que la loi va pas très vite en matière de handicap, mais ça a quand même impulsé des choses. À la fois mon poste également, qui s'est, en tant que salarié, qui a été un peu plus orienté vers l'accueil des publics, et également le fait qu'on soit, alors c'est tout bête, hein, mais qu'on soit pas accessible aux PMR, aux personnes à mobilité réduite, par rapport à notamment des marches et puis des dérogations par rapport à l'agenda d'accessibilité, qui nous ont fait nous poser des questions sur l'accessibilité en général de notre offre culturelle. Voilà, et donc c'est dans le cadre du futur cinéma, on s'est dit voilà, il faut vraiment qu'on continue. C'est presque un work in progress, hein, un travail continu. Il faut qu'on continue à travailler avec les associations et les personnes concernées parce que c'est les plus pertinentes pour nous aider finalement. Hein, c'est vraiment il y a un intérêt de le faire, mais c'est surtout qu'il y a une nécessité, même si ça concerne tout le monde, l'accès à la culture. Clairement, les personnes concernées nous éclairent particulièrement. Et donc là, je laisse la parole à Anne, peut-être pour présenter un peu ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre du futur cinématographe. Bonjour à tous, je suis Anne Bourris, je suis une des 13 coprésidentes du collectif TCAP. Et en fait, moi, j'ai pris cette mission-là du cinématographe un peu en cours de route parce qu'il y avait déjà eu des réunions avant. Moi, j'en ai fait deux. J'ai commencé donc en juillet. Et donc, on a, sur les deux réunions, en fait, la première, sur les deux, on a travaillé sur des plans, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait, par contre, là, Simon, je vais avoir besoin de toi, il y avait énormément d'associations, mais il y avait au moins
une dizaine d'associations qui représentaient différents types de handicap. Et ce qui fait que ben voilà, tout ce petit monde-là a travaillé sur les plans avec, ben voilà, c'était à la fois est-ce que, penser à, est-ce que vous avez pensé à, faites attention à ceci, à cela. En fait, c'est parce qu'il y a les plans architecturaux, mais dans le concret, ça va donner quoi? Et oui, les plans architecturaux peuvent, pour les architectes, c'est bon, mais de dire non, mais sauf que avec un fauteuil comme le mien, ça ne passe pas, ou est-ce que vous pourriez pas faire autrement? Ce sont c'est pour aller vraiment au-delà des normes, en fait, pour dépasser la loi. Heu, donc ça, il y a eu une première réunion et puis la deuxième avec le programmiste qui notait. Voilà, parce que les choses, ont continué, ont évolué, et puis pour qu'il entende aussi de vive voix. Je trouve c'était important aussi, porté par les personnes qui sont en position d'attente et d'espoir là-dessus. Oui, c'est vrai que ça a été un de nos batailles, bon, sans rentrer dans le détail du métier, mais que le programmiste puisse entendre directement. Donc effectivement, il y a eu une réunion avec une dizaine de représentants, représentantes d'associations, même des individuels hein, d'ailleurs, qui sont venus présenter les besoins, les usages, questionner, interpeller. Effectivement, ça a été noté, donc ça figure dans le programme hein, qui est à la base de l'appel d'offres qui a été mis en place par la ville de Nantes pour le futur cinéma. Ouais. Deuxième sujet, on est dans les temps. Par rapport à donc sur une autre casquette du cinématographe qui en fait est missionnée depuis une quinzaine d'années par le Conseil départemental de Loire-Atlantique pour animer un réseau de cinéma associatif. C'est un cas assez unique en France. Hein. Le département compte un peu plus de 30 cinémas associatifs, donc qui sont indépendants, mais pour lesquels nous, on va intervenir comme structure ressource pour proposer des formations, des actions de programmation, etc. Et donc, dans ce cadre-là, et avec le département, on travaille sur ce qu'ils appellent l'axe culture sociale, donc comment l'accès à la culture peut s'articuler avec le social. Comment la culture s'articule plutôt avec un accès pour tous et pour toutes. Et du coup, dans ce cadre-là, on a missionné le collectif TCAP pour mener des diagnostics d'accessibilité des cinémas. Donc, on n'en a pas fait faire 35 dans la prestation du collectif, parce qu'évidemment, ça aurait été trop onéreux et trop long. Mais on en a fait 3, du coup, on en a fait faire 3. Anne va en parler un peu plus en détail. Nous, notre idée, c'était que sur la base de 3 diagnostics, donc qui passent un peu au crible l'ensemble des choses à voir quand on veut rendre son cinéma accueillant. L'idée, c'était de se servir de ça pour, à partir de ces 3 diagnostics, arriver peut-être à faire un document de synthèse qui puisse après venir nous nourrir d'autres outils derrière. Donc vous pouvez voir, je crois que Thierry a mis en lien une carte numérique là, qui sera rendue publique prochainement, où là l'idée c'est d'avoir une espèce de fiche d'identité de chaque cinéma en termes d'accueil pour tous, et puis aussi de faire figurer des associations qui pourraient être intéressées pour faire du lien entre les cinémas et puis et eux-mêmes. Voilà, je laisse la parole à Anne, peut-être pour présenter la démarche diagnostique telle qu'elle est concrètement. Ouais, bah, succinctement, elle est en gros en 3 étapes. Il y a une première rencontre sur place, voilà, avec les personnes qui demandent, pour faire un état des lieux, leur questionnement aussi, enfin voilà, ce qu'ils proposent. Voilà, l'objectif, c'est d'apporter un regard neuf, parce que c'est pas évident d'avoir une objectivité sur le lieu où on travaille. Donc là, il y a cette première étape-là, de première rencontre. Ensuite, au sein de TCAP, on fait appel à différents bénévoles. On propose différentes dates. On essaye de couvrir différents types de handicaps. Et le but du jeu, c'est de venir sur place. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que ce soit du début à la fin, c'est-à-dire que ce soit de la recherche d'un film, comment ça se passe, comment on fait pour y aller, comment c'est une fois sur place, comment ça se passe une fois sur place.
les transports en commun, l'environnement, enfin, et le site internet. Enfin voilà. Donc il y a différentes. Et ensuite, le troisième temps, c'est qu'on fait un compte rendu. Euh, donc, sur le moment où tous les bénévoles viennent, en fait, on est en situation. On voit déjà, est-ce qu'on peut se garer avec la voiture? Est-ce que les transports en commun sont OK? Et donc, en fait, la démarche de diagnostic dans le compte rendu, on aborde différents points. Il y a d'abord la démarche globale de l'accueil. Donc, en fait, ça, c'est la volonté politique de la structure qui fait la demande. Ensuite, on fait un état des lieux de l'accueil global. Donc, c'est en gros les éléments généraux qui sont en ressources humaines et l'aménagement, ce qu'il y a déjà sur place. Euh, Ensuite, il y a l'accueil pour différents types de handicaps. Donc là, il y a PMR, personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, les personnes qui ont un handicap mental et ou psychique, et les personnes sourdes et malentendantes. On travaille aussi, il y a un point aussi qui est très important sur la communication et la diffusion. Donc là, ça va être tout le site internet, les flyers et tout ça. Et puis, il y a un dernier point sur l'accueil universel. Donc ça, c'est voilà, dans ce que vous proposez, l'accueil universel, c'est ce qui peut recouper tout type de handicap. Et donc voilà, alors il y a à la fois tous les moyens matériels, mais il y a aussi les moyens humains, et même ceux qui ne sont pas encore mis en place. Mais par exemple, enfin voilà, j'ai souvenir qu'au cinéma Vaillant à Vertou, les bénévoles étaient extrêmement chaleureux et accueillants. Et donc ça, déjà, ça veut dire que sur la sensibilisation, peut-être qu'ils n'ont pas encore la formation, mais il y a déjà cette approche-là en mano à mano, on va dire ça comme ça. Et donc, dans ce compte-rendu, on donne les points positifs, il y a aussi les points ensuite à améliorer, et puis il y a toutes les préconisations. Alors, dans ces préconisations, voilà, il y a là, c'est la structure qui fait la demande qui est maître du temps. C'est à elle de voir ce qu'elle veut prioriser à court, moyen et long terme. Voilà, nous, on propose et c'est la structure qui dispose. Mais voilà, il y a toujours derrière cette vision de proposer, quoi. Après, dans les préconisations, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut proposer aussi d'autres structures qui ont déjà fait cette démarche-là, ou de mettre en lien. C'est-à-dire que notamment par rapport au cinéma, voilà, on leur a parlé du système de cinéma différence, et dans cinéma différence, qui est en fait une structure nationale qui gère 60 qui est aussi un truc de réseau avec 60 acteurs. Il y a notamment, par exemple, sur Nantes, un copain comme les autres qui fait des séances. Donc, vous pouvez vous mettre en lien. C'est aussi l'intérêt de TCAP, c'est de mettre en lien avec nos ressources, enfin les ressources qu'il y a dans notre réseau. Bon, super. Voilà. Voilà. J'ai été assez concise, ça va? Très bien. Donc on peut, voilà, merci à vous deux en tous les cas. Sur ce premier témoignage, on peut effectivement constater qu'il y a des initiatives, des projets dont la clé, c'est pas faire pour les personnes en situation de handicap, mais c'est bien faire avec elles. Voilà, c'est bon, je pense que c'est une phrase à retenir de ce témoignage. C'est voilà, c'est les impliquer. Vous avez bien vu, même en avant du projet, tout au long, et puis sur les diagnostics, une fois que les structures sont
surmonter. Donc, ça, Oui, non, juste une deuxième phrase, effectivement, faire avec plutôt que pour, et passer aussi d'un accueil grand public à un accueil tout public. C'est effectivement beaucoup de structures culturelles pensent, puisqu'elles accueillent tout le public, enfin, puisqu'elles accueillent le grand public, peuvent accueillir le tout public, et finalement, les situations de handicap, des fois, nécessitent un accueil un petit peu plus spécifique, un peu plus de réflexion, même si cet accueil-là, après, il ressurgira sur l'accueil global, en fait, en termes de qualité. Mais voilà, c'est un peu le slogan aussi de ce dispositif, c'est de passer effectivement d'un événement ou d'une salle, qui est un accueil grand public, vers un accueil tout public. Benjamin, donc de Oui. l'atelier sonore, voilà, je te laisse sur la pratique musicale, je te laisse la main. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi je me présente Benjamin Durand, donc je suis musicien, je fais des claviers, de la guitare et de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur. C'est par ce biais-là notamment que je développe pas mal de pratiques d'ateliers pour les personnes en situation de handicap. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'Atelier Sonore, donc je vais peut-être commencer par la présenter. C'est une association qui a été créée, qu'on a créée en 2013. Historiquement, c'était pour un atelier à l'hôpital Saint-Jacques pour les personnes cérébralisées, où il y avait 2 orthophonistes qui menaient le vendredi après-midi des ateliers chant, un petit peu libres, et qui avaient besoin d'un accompagnement en termes de musiciens. Donc c'est comme ça que l'association s'est créée. Et puis petit à petit, elle s'est développée en essayant de proposer des interventions musicales avec différentes structures. Donc aujourd'hui, on est 4 intervenants, 1 sur le secteur de Rennes et puis 3 sur le secteur, on va dire, de Nantes jusqu'à Ancenis à peu près. On mène principalement des ateliers musique avec des structures, donc des foyers de vie par exemple, des IME, des MAS, des maisons d'accueil spécialisées. Et on mène des projets soit à court terme, une dizaine de séances avec un concert de restitution, ou alors des ateliers pérennes tout au long de l'année, avec une fréquence hebdomadaire ou tous les 15 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'association? On a des partenariats avec des écoles de musique, comme par exemple l'école de musique de Nord-sur-Herve, où on a réussi à ouvrir une classe qui s'appelle une classe Musica, un peu sur le modèle de ce qui se fait aussi à l'école de musique de la Chapelle-sur-Erdre, où ça existe déjà. Et donc là, l'idée, c'était que c'est principalement avec le foyer de vie de Nord-sur-Erdre, c'est les adhérents qui viennent, mais du coup, ça favorise un peu plus l'inclusion, puisque c'est pas nous les intervenants qu'allons dans la structure, mais c'est les personnes qui viennent avec nous à l'école de musique. Donc il y a forcément, tout le monde croise les autres élèves, et puis on peut monter des projets avec le professeur de guitare, par exemple, ou avec un autre professeur. Donc ça permet de favoriser l'inclusion. Avec, voilà, chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir faire un concert de fin, concert de restitution. Un autre projet qu'on mène actuellement, c'est avec la MAS Anaïs à Ancenis, donc la maison d'accueil spécialisée, et l'école de musique Arpège, où là, avec les musiciens d'un spectacle dont je fais partie, qui s'appelle Darwin Voyage dans le temps, on réarrange un peu notre répertoire. Et l'idée, c'est que des personnes de la MAS puissent, grâce à un outil qui s'appelle l'orgue sensoriel, j'en parlerai peut-être un petit peu après, rejouer et jouer avec les élèves de l'école de musique. Donc on est en train de faire un projet là sur une dizaine de séances par exemple. Voilà ce que je peux dire sur l'association d'ateliers sonores. Sur les outils que j'utilise, c'est vrai que moi je suis pas mal spécialisé sur la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, et donc je me suis assez rapidement tourné vers beaucoup de capteurs, de connecteurs MIDI qui permettent en fait de déclencher des sons assez facilement, et qui sont adaptés pour les personnes en situation de handicap physique. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'orgue sensoriel, donc c'est pas quelque chose que j'ai développé, c'est un facteur d'orgue dans le sud de la France qui s'appelle Michael Fourcade, et l'idée c'est des gros boutons poussoirs, des systèmes de laser sur lesquels on va pouvoir passer sa main, des poires à air. Il existe aussi des mentonnières qu'on peut fixer sur des fauteuils, donc on va pouvoir actionner avec la tête. Il existe aussi, donc ça c'est l'orgue sensoriel, mais il y a l'équivalent
avec la Brutebox, par exemple, c'est des outils un petit peu équivalents. Il existe aussi des bagues Bluetooth que j'utilise, qui permettent donc d'envoyer une information à l'ordinateur, et donc avec très peu de mouvement, juste le mouvement d'un doigt, on va pouvoir déclencher une percussion, par exemple. Donc voilà, ça c'est des outils que j'utilise généralement dans nos projets musicaux. Je peux vous parler peut-être du projet plus spécifique Nous sommes des voix sans bouche. Alors, donc ça, l'idée, c'était dans le cadre, mais Thierry en parlera peut-être un petit peu mieux que moi, d'un projet européen, dans le cadre de la trousse créative notamment. C'était l'idée que différentes structures se rencontrent et se mettent ensemble pour faire une seule création. Il y a également Stéréolux et Trampolino. Et donc, l'idée, c'était de rassembler tous ces ateliers pour faire une création collective qui est devenue une création partagée maintenant, puisqu'on a eu le soutien de la ville de Nantes. Donc, chacun a ses ateliers avec des temps d'interconnaissance et de rencontres. On est parti sur une thématique qui s'appelle « Nous sommes des voix sans bouche ». En fait, lors du premier confinement, voilà, j'avais écrit un texte et j'étais parti du fait que maintenant on n'avait plus que des demi-visages avec l'aspect masqué, et ça posait également la question par prolongement de l'expressivité et de l'expression artistique qui peut être donnée notamment aux personnes en situation de handicap. Donc on est parti sur cette thématique-là, et l'idée c'est que chaque atelier a écrit les textes qui ont été envoyés à un artiste parrain qui est Dominica, et Dominica nous fait des allers-retours en fait. Donc à partir de ce collectage de textes et de musique, il nous a refait des propositions, il nous a envoyé un texte et même une chanson que nous-mêmes on rejoue dans nos ateliers, qu'on propose donc par des systèmes d'aller-retour à tous les participants. Et donc ça, c'est un projet qui a commencé, bon, ça dépend un peu des ateliers, mais depuis le mois de décembre l'année dernière, et qui va se prolonger jusqu'en juin de l'année prochaine avec une restitution publique qui aura lieu, je ne sais plus trop où, mais peut-être à Stéréolux notamment. Et là, on aura un premier temps fort le 15 juin avec un premier temps de rencontre entre nos ateliers qui va nous permettre déjà de nous rencontrer entre différents participants. Voilà. Clair. Pour compléter, du coup, c'est un peu les poupées russes. Donc, ce projet-là, Nous sommes des voix sans bouche, est un des éléments qui rentre dans un projet. Et du coup, il y a une table ronde vendredi. Je vous donnerai le lien qui va être beaucoup plus spécifique sur ça, sur ce projet européen Change de regard, où il y a différents projets, 3 projets, un sur le lien social, un sur la mobilité et puis un sur la culture, de ce que vient de parler Benjamin. Et du coup, on a des partenaires belges, portugais, et puis un partenaire extra-européen qui est québécois, qui sera présent vendredi, Patrick Fougerolas. Et du coup, on doit là produire avec donc le partenaire plus ou moins portugais Paolo Jacob de la production intellectuelle. Donc, on travaille dans ces ateliers-là qu'a évoqué Benjamin, servent en fait de lieu d'expérimentation tous ensemble avec les personnes en situation de handicap, nous les musiciens, Dominica, à essayer de réfléchir à faire des méthodes pédagogiques. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir faire des méthodes pédagogiques qui seront soit en digital, soit en print, on ne sait pas encore, qui va s'adresser à des musiciens, à des personnes du médico-social. C'était un peu l'idée avec des musiques, donc il y a des instruments, des outils numériques. L'idée, c'était un peu de rassembler un peu toutes ces pratiques-là. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais voilà, l'idée, c'est de centraliser pour pouvoir aider, donner l'envie à des personnes, montrer que c'est faisable. Voilà, donc ça, c'est un projet qui peut nous amener encore pour 1 an et demi. Mais on pourrait poser des questions, et puis je vous mettrai le lien pour vendredi où ça sera développé un peu plus longuement. Voilà. Et du coup, je vais passer la main à Jérôme et à Rudy aussi présent du Cercle Carré sur l'offre et la pratique culturelle. Voilà, les deux. Merci Thierry. Bonsoir à toutes et tous. Donc, Jérôme Courroucé, je suis le coordinateur de la compagnie Le Cercle Carré. Donc, le Cercle Carré, c'est une compagnie de théâtre qui a la particularité d'être gérée dans le cadre des activités professionnelles d'un ESAT qui dépend de l'ADAPAEI de Loire-Atlantique. Donc, voilà, traditionnellement, dans un ESAT, on retrouve des activités liées des métiers de bouche, des métiers d'espace vert, des métiers de sous-traitance. Et du coup, nous, le projet c'est de
enfin, c'est pas le projet, c'est la réalité, c'est qu'on a créé le métier de comédien au sein de cette ESAT. Donc, du coup, on offre la possibilité aux personnes accompagnées au sein de l'ESAT de vivre du métier de comédien. Un petit retour du coup historique. En fait, on a démarré l'aventure artistique nous en 2003. De 2003 à 2015, on a travaillé avec une compagnie professionnelle qui gérait la production, la diffusion des spectacles. Donc, on était plus dans un partenariat et une mise à disposition de comédiens. Et puis en 2015, c'est là qu'on a décidé de créer notre propre compagnie et de développer ce projet. Donc, on a repris en main la production, la diffusion des spectacles. On a gardé, ce qui est très important dans notre projet, une direction artistique extérieure. Donc, c'est bien le cœur du projet, il est artistique. Donc, on confie tout ce pan-là de la compagnie à un professionnel, donc, qui s'appelle Fabrice Evenot, qui travaille avec nous depuis 2015, qui est en charge de la création des spectacles, la formation des comédiens, la direction des ateliers qu'on peut mener dans différents lieux, écoles primaires, lycées, collèges, maisons de retraite, entreprises. Voilà. Donc, tout est encadré par un professionnel, comédien, metteur en scène. Voilà, aujourd'hui, au sein de la compagnie, on a 5 comédiens permanents. On a 2 comédiens en formation. Et puis, on travaille également sur toutes nos créations. On travaille avec une comédienne extérieure à l'ESAT parce qu'on croit aussi à la diversité sur scène. Et du coup, voilà, on aime bien créer le trouble entre savoir qui est en situation de handicap ou pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a 3 créations qui sont en tournée. On a en moyenne une date par mois depuis 2016, date de notre premier spectacle. Cette année, comme tout le monde, on a subi les conséquences. On a annulé à peu près 25 représentations cette année. Donc, voilà, on a une réalité de programmation et de diffusion. On a aussi beaucoup d'interventions en milieu scolaire, voilà, sur des ateliers soit très ponctuels, qui sont liés à une date et du coup on va faire une action de médiation avant une date de spectacle, ou alors sur des ateliers à l'année où on va intervenir toutes les semaines, voilà, là c'est le cas dans un lycée à Nantes. Voilà, donc on a aussi tout un volet d'action culturelle qui est aussi beaucoup de sens pour nous en tant qu'ESAT et dans l'idée d'inclusion et d'intégration dans la cité. Toutes ces actions culturelles ont pour nous beaucoup de sens. Voilà. Et donc, c'est aussi source de travail. On a aussi eu l'occasion et en capacité de faire ce qu'on appelle des créations partagées, donc un peu entre guillemets sur commande. Donc, on a eu l'occasion de faire 2 créations partagées, une avec une association qui accueille des migrants et puis une autre avec des lycéennes. Voilà. Et puis, depuis 5 ans aussi, on a créé 5 courts-métrages voilà, pour participer à un festival qui s'appelle Métiers et Handicap, qui est basé à Saint-Malo, pardon. Donc voilà à peu près tout ce qu'on fait au sein de cette compagnie, tout en restant évidemment dans le cadre des activités d'un ESAT, donc avec tout l'accompagnement médico-social qui va avec, et on est bien dans le domaine du travail protégé. Donc, il y a tout un encadrement socio-éducatif qui accompagne les comédiens. Mais aujourd'hui, pour la plupart, c'est leur activité principale et pour la plupart, ils veulent vraiment en faire leur métier à part entière. Fort de cette expérience, et bien du coup, avec l'ADAPEI, on a fait le choix de monter un peu le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une activité d'un ESAT. Et l'idée, c'est vraiment de créer ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, un pôle arrêt handicap qu'on souhaite implanter sur la région nantaise et qui serait vraiment dédié à la pratique artistique, aussi bien professionnel qu'amateur, qui aurait aussi l'ambition de s'ouvrir à d'autres pratiques, la danse, la musique, l'art graphique, l'art plastique. Enfin voilà, l'idée. Aujourd'hui, nous on a un savoir-faire dans le théâtre, mais l'idée c'est de aussi construire ce pôle arrêt handicap avec d'autres partenaires pour aussi développer d'autres pratiques artistiques. C'est un peu aussi finalement le partenariat dans le cadre du projet européen autour de la musique pourra aussi peut-être donner des envies, des idées pour développer ce pôle arrêt handicap.
On imagine aussi que dans ce pôle handicap, ça soit aussi un pôle ressources, c'est-à-dire là toujours avec des partenaires qui sont en train de se construire, mais dans l'idée aussi peut-être de faciliter les choses pour les établissements médico-sociaux et les artistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on met en place un atelier musique, comment on finance un atelier, comment on se met en contact avec des artistes. Quand on est éducateur, on n'a pas forcément les codes ou les réseaux, donc c'est comment à un moment donné aussi le pôle art et handicap pourrait développer ça. C'est un peu aussi le travail que fait très bien TCAP. Il y a aussi, on imagine aussi une dimension en lien avec l'université, puisqu'on pense qu'on est un peu un laboratoire et qu'on est dans une dimension de recherche. Voilà. Et que ça soit un lieu de création, de ressources, ouvert au tout public. Voilà. L'idée n'étant surtout pas non plus à travers ce pôle art et handicap, de s'enfermer et de ne voir et ne croiser que des gens qui seraient en situation de handicap. L'idée vraiment, c'est d'avoir un pignon sur rue justement pour que cette dimension de la culture et de l'art et comment toutes les personnes qui sont en situation de handicap ont accès et comment on facilite cet accès. Aussi bien dans une dimension professionnelle, pour nous c'est important, on est sur ce volet-là, mais aussi dans une pratique amateur qui a tout autant de valeur et tout autant de sens. Mais voilà. En tous les cas, nous, l'axe qui est fort pour nous, c'est de proposer le métier de comédien à des personnes en situation de handicap. Et c'est ce qui nous motive en tous les cas le plus, voilà. Et ce qu'on met à l'épreuve depuis pas mal d'années. Très bien, Jérôme. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a évoqué sur l'offre culturelle beaucoup et de plus en plus, on prend conscience que voilà, l'accès, comme on l'a évoqué, et l'a évoqué tout à l'heure Simon et Anne, l'accès au spectacle, au musée, aux salles de spectacle, au cinéma, pour les personnes en situation de handicap, ça devient quelque chose qui commence à être intégré et qui se met en place. Après, la place de la personne en situation de handicap en tant qu'artiste amateur, et là, par le témoignage, a été prouvée en tant que professionnel, c'est encore une autre étape où souvent les scènes ne sont pas, on le constate aussi, hein, les scènes ne sont souvent pas adaptées. Voilà, donc il y a tout un travail. Et il y a en France, comme l'a dit Jérôme aussi, quelques compagnies, aussi bien des groupes de musique, mais des musiciens, mais aussi des compagnies de théâtre, de danse aussi, de personnes qui arrivent à vivre, qui sont professionnelles. Donc voilà, ce sont des chouettes initiatives qu'il fallait mettre en valeur. Et du coup, on va continuer sur Marie, ça va être à toi. Voilà. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Voilà, oui, effectivement, je suis comédienne, chanteuse au sein du groupe Les Banquettes Arrières, qui fait partie de la compagnie Heidi a bien grandi, qui est une compagnie située à Plélan-le-Grand, pas loin de Rennes. Voilà, et j'en parle parce qu'en fait, avec cette compagnie, on a créé un festival il y a quelques années qui s'appelle les Chardons Ardents. Et le président de notre compagnie, qui s'appelle Éric Pournin, son métier, c'est d'être interprète LSF. Voilà. Et avec lui, nous est venue l'envie de rendre ce festival le plus accessible possible, accessible à plus de monde possible, quoi. Vraiment, il y a ça. Et donc, on a mis en relation des interprètes LSF avec les artistes qui venaient jouer leur spectacle, qui n'étaient pas forcément des spectacles qui étaient interprétés en LSF. Et donc, il y a des interprètes qui ont travaillé avec ces artistes, qui ont répété des semaines avant. Ils leur ont envoyé dont les banquettes arrières. C'est né comme ça. On a envoyé les textes du spectacle, on a envoyé des vidéos, les interprètes ont bossé chacun sur un spectacle pour que, au moment du festival, en fait, il y ait un maximum de spectacles qui soient interprétés en LSF, en direct live. Et nous est venue, suite à ça, on a trouvé ça extra, l'envie quand on a créé un deuxième spectacle, on a directement intégré l'interprète LSF avec nous, qui est Eric. Et puis, du coup, on propose le spectacle avec ou sans interprète LSF. Je rigole parce qu'en fait, je me dis on devrait tout le temps le proposer avec, mais bon, c'est pas le même prix non plus. Et c'est bien dommage. Donc voilà, voilà l'histoire de pourquoi. Et en fait, ça a créé des belles rencontres, puisqu'il y a d'autres spectacles qui ont continué à
à travailler avec ces interprètes-là et qui ont été vendus un peu partout. Et puis, du coup, ça rend encore plus accessible les spectacles. Et qu'est-ce qu'il faut que je raconte? Il faut que je raconte comment on a travaillé ou... Ce que tu as envie, non? Peut-être l'intérêt, peut-être ce que ça a changé aussi par rapport au public. Oui, Ouais. eh bien, par rapport au festival des Chardons Ardents, j'avoue qu'en fait, pour l'instant, on cherche encore comment faire venir les personnes qui sont malentendantes ou sourdes. On en a très peu chaque année, mais on continue quand même à interpréter tous les spectacles en LSF ou un maximum. On a également, depuis l'année dernière, depuis 2 ans, aussi permis l'accès PMR. Moi, je n'ai pas trop le langage, mais c'est ça. Et on n'en a eu aucun, mais on continue et on essaye de… Peut-être qu'on a des problèmes de communication, je ne sais pas, mais on va y arriver à faire venir tout plein de gens. Et du coup, quand on a créé le spectacle, le deuxième spectacle, Les Banquettes Arrière, on n'avait pas envie de juste avoir un interprète en vignette, en fait, à côté de nous. Parce que j'avoue que sur le festival, c'est un peu ce qui se passe. Ils n'ont pas le temps d'intégrer les interprètes à la mise en scène. Et nous, on a créé donc une version du spectacle sans Eric et une version du spectacle avec Eric où vraiment il est avec nous. Donc, c'est dommage que lui ne soit pas là parce que c'est lui qui aurait plus en parler que moi. C'est-à-dire ça l'a obligé à rythmer, en fait, un peu d'aller vers le chant-signe, on va dire, et à être une 4e banquette sur scène avec nous, avec toute la connerie qu'on a. C'est un spectacle d'humour musical. Et de trouver des blagues qui n'étaient pas aussi interprétables directement en LSF. Il a fallu que lui, il réinvente des blagues qui aient la même couleur pour qu'en fait, tout le monde ait accès à une blague en même temps sur ce petit jeu de mots. Oui, voilà, c'est surtout des jeux de mots ou des tournures de phrases. Voilà. Sinon, oui, pour répondre à la question, moi, je trouve ça hyper intéressant. Il y a des sourds qui sont venus avec qui, que je connais via le CHU. En fait, je suis clown à l'hôpital avec le Rire Médecin aussi. Et à la cantine de l'hôpital, des fois, je rencontre des gens qui sont sourds et puis qui sont venus voir le spectacle, du coup, pour avoir leur retour. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir leur retour parce qu'en fait, leur retour, c'était que presque… eux, ils disaient, mais en fait, c'est presque dommage. Le spectacle, il est blindé de bêtises. En fait, ça manque encore de conneries. En fait, on a encore du travail à faire avec notre interprète pour rajouter encore de la connerie. Pardon, le mot connerie revient beaucoup. Donc voilà, et on aimerait bien qu'il ait, en fait, oui. Et aussi, du coup, il est pas souvent acheté, ce spectacle avec interprète LSF, mais il l'est un petit peu. À chaque fois, on retravaille dessus, on essaye d'améliorer, voilà. Mais on ne le joue pas assez, je trouve. Surtout en ce moment. On ne le joue carrément plus du tout, donc en même temps. Donc, c'est vrai qu'on n'avance pas trop là-dessus. Non, ce qui est intéressant, ce qui permet aussi un peu des questions, peut-être vous avez certainement des questions, on va laisser le temps aussi à l'échange. Mais ce que tu as soulevé, Marie, moi, ce que je trouve aussi bien, voilà, c'est que le fait de rendre accessible des spectacles, c'est une chose. Et après, voilà. Après, je pense que même si des fois le public, ça prend du temps au niveau de tous les acteurs de la chaîne, que ce soit les programmateurs, le festival, la programmation, les techniciens aussi, les artistes, c'est que des fois, voilà, moi je l'entends, des fois on met des choses en place, puis il y a peu de personnes, voilà, le public n'est pas au rendez-vous, mais je pense qu'il faut continuer. Enfin, c'est un travail de tous les jours et on est, je pense, ici tous d'accord réunis dans ce webinaire pour le dire, quoi. Voilà, c'est pas une photo, c'est un film, et je pense que voilà, pour l'instant c'est comme ça, mais voilà, moi je vis sur l'avenir à long terme, et je me dis qu'on va, c'est pas parce qu'il y a peu de gens pour le moment, mais Ah oui, oui. c'est nous en faisant des choses, vous les artistes, tout le monde, que voilà, puis essayez de, là vous êtes présents ce soir, enlever les peurs, enlever les craintes aussi pour des personnes, et puis voilà, et puis aussi on va en parler peut-être tout à l'heure après dans le débat, mais c'est aussi le rôle de TCAP, c'est faire des ponts entre médico-social, les institutions, les familles, les personnes, voilà, par le site, par tous les outils qu'on met en place de communication. Et je pense que voilà, donc c'est chouette
je trouvais que voilà, ton témoignage, Marie, est important parce que tu es vraiment une artiste, voilà, tu l'as fait comme ça, et du coup, ça donne envie de continuer. Et voilà, et puis il y aura de plus en plus de. Et tu es quand même repéré dans la communauté. J'ai fait mon enquête, voilà, les Ah enquêtes oui. arrière, vous êtes identifiés, ouais. Donc voilà, ça c'est. Mais ça, c'est grâce aux dames du CHU, hein. D'accord. Elles sont venues en groupe. Anthony Penaud demande s'il y a de l'audiodescription et un accueil pour les personnes déficientes visuelles dans vos spectacles. Non. Malheureusement, non. Et il n'y en a pas non plus au Festival des Chardons-Ardents, c'est vrai. On en a parlé et pour l'instant, ça n'est pas mis en place. J'ai vu des personnes non-voyantes qui sont venues et qui ont passé un très bon moment, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'audio-description. Si jamais, s'il y en a qui veulent venir dans le 35, le week-end du 18 septembre. Au lieu d'écrire. Ben, merci, Marie, pour ce Merci à vous. témoignage. Est-ce que vous avez des questions? Parce que voilà, on a écouté les 4 et je vous remercie, les 4 intervenants. Oui, j'ai une petite réflexion pour Marie. Voilà. Je voulais donner un élément de réponse, Marie. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe sur Rennes, mais en tout cas, ce qui se passe sur nous, c'est sûr. En tout cas, vous disiez oui, c'est bête, on fait des spectacles pour les personnes sourdes qui nous aiment pas, qui nous ont dommage. Voilà. Donc déjà, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que vous puissiez repérer s'il y a des associations de sourds à Rennes qui leur communiquer l'information. Et aussi, surtout, c'est qu'il y ait des personnes sourdes à l'accueil. Parce qu'en fait, les personnes sourdes communiquent beaucoup entre elles. Et par expérience sur Nantes, parce que ça, c'est moi, c'est l'expérience que j'ai eue sur Nantes, c'est que, en fait, dans certains festivals, ils ont mis des personnes sourdes à l'accueil. Et du coup, du fait qu'il y ait des personnes sourdes à l'accueil, que les personnes sourdes savaient qu'à l'accueil, il y avait des personnes sourdes qui signaient. Et ça, du coup, c'était communiqué. Et de ce fait-là, eh ben, ça faisait venir, en fait, des personnes sourdes. Voilà, c'est peut-être pas l'élément de réponse, mais c'est un élément de réponse, en tout cas, peut-être à travailler de l'autre côté. Voilà, c'est une idée. Ben, je note précieusement tous les conseils. Et je sais qu'on avait contacté des assos de personnes sourdes sur Rennes. Après, ce n'est pas moi qui m'en suis occupée, mais cette idée d'avoir des gens à l'accueil et de communiquer là-dessus, je pense que c'est une très bonne idée, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, c'est Mickaël. Est-ce qu'on m'entend toujours? Parce que Oui. voilà, parce que j'ai fait des réglages qui me plaisent un peu mieux. Désolé, Zoom, pour moi, je débute. Alors voilà, ce qui est important, c'est que avec l'évolution, l'accessibilité des moyens de communication, tout le monde, concernant surtout les personnes déficientes visuelles et les personnes âgées, n'ont pas toutes et tous Internet. Et il est vrai que pour aller à un spectacle, quel qu'il soit, il me semble que nous, on se soit déjà rencontrés. Alors ça, je n'affirmerai pas, mais il me semble. Avec grand plaisir d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est d'avoir les informations bien en amont, puisque je suis sur Nantes, enfin sur Vertou, mais une sortie sur Nantes peut me prendre 3 semaines. Alors là où une personne valide prendrait le bus, aurait l'information à midi pour 15 heures, ça serait parfait. Mais pour certaines personnes, du fait de la complexité ou de... bon, ben voilà, il est bon d'avoir les informations en amont. Quand je dis information, c'est lieu, heure, un contact téléphonique le jour même si jamais il y a un souci, avec un petit descriptif qui va bien du spectacle et puis une personne avec qui on peut contacter si on souhaite avoir une information, mais au moins, voilà, c'est avoir un travail, ça suppose un travail en amont en fait. C'est une question qui est souvent soulevée au niveau de, là en plus c'est hebdomadaire, au niveau des cinémas sur justement l'accessibilité du site internet et de la diffusion même des flyers, notamment pour les personnes malvoyantes ou aveugles, et que il y a un gros travail, oui, à faire à ce niveau-là. Par exemple, me concernant, alors ça n'engage que moi, hein, j'ai une machine à lire, donc en quelques mots, une machine à lire, c'est comme une photocopieuse, sauf qu'au lieu de photocopier, ça parle, ou ça braille, ça dépend ce qu'on met dessus, mais enfin ça parle en général. Et j'ai constaté que par exemple, un papier, un flyer où le texte n'est pas dans l'image, c'est-à-dire qu'on a un texte sur tel théâtre et on nous dit voir en image 2, mais comme le texte n'est pas dans l'image, pour moi, ça m'est des fois bien plus accessible
que Internet, où je dois aller chercher le site, où je dois aller chercher l'information, où je ne suis pas forcément certain d'être vraiment sur le bon jour, où je l'ai remarqué, bon, je sors un peu du contexte, mais avec la folle journée, par exemple. Et Et donc, non, c'était je vous donnais une information, simplement, et non. Et oui, je peux vous parler d'un pratique à folle journée, mais je suis pas sûr que ce soit dans le contexte, mais moi, ça me dérange absolument pas. Ça me dérange absolument pas. Voilà, c'était juste un constat pour dire que un papier, pour un aveugle, on peut se dire, ouais, c'est pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours bien penser à demander, parce qu'on peut penser que. Moi, je suis toujours preneur des papiers parce qu'ils sont parfois plus clairs. Il y a moins d'images, moins de graphiques que sur certains sites internet. Alors, pour compléter ce que dit Mickaël, tout à l'heure, Mickaël dit que c'était important d'avoir un contact, et moi, par rapport à ça, pour rebondir, c'est d'avoir un contact, du coup, un contact avec un numéro le jour J, mais un contact avec le numéro aussi en amont et tout le temps, et que si jamais la personne n'est pas présente, que vous puissiez avoir d'autres contacts. Parce que des fois, dans beaucoup de lieux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui est sensibilisée, la personne est en congé, la personne, par exemple, elle est en congé, ou malade, ou un truc comme ça, ou pas là, et puis bah, du coup, nous, on veut des infos, non, il faudra vous appeler la semaine prochaine, parce qu'en fait, la personne n'est pas là. Sauf que oui, mais c'est la semaine où on doit réserver notre transport pour participer au lieu, à l'événement. Donc, bah, on n'a pas l'info, donc on ne peut pas réserver notre transport, ou alors on réserve plus tard, et du coup, bah, on est bloqué. Donc, voilà, c'est vraiment des éléments à penser, ça, que l'idée de pouvoir toujours rejoindre un contact. Et même si les autres personnes ne sont pas forcément spécialisées, qu'ils aient au moins les infos pour qu'on puisse au moins réserver notre transport et pouvoir participer, du coup, à l'événement, en fait. C'est important, ça. merci Anthony. Du coup, ce que tu dis, moi, ça me fait vraiment penser à cette question de la sensibilisation, c'est-à-dire que, et puis des projets de personnes, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent dans les équipes, soit bénévoles, je pense au cinéma, mais sur des équipes de théâtre aussi, il y a quelqu'un qui va porter, ou dans les écoles de musique, hein, il y a quelqu'un qui vont porter un projet parce qu'ils ont un rapport voilà, familiaux ou pas, une sensibilité. Mais du coup, effectivement, c'est ça, quand tu as raison, Anthony, quand cette personne-là n'est pas là, ben, du coup, l'accessibilité, elle tombe un petit peu voilà, en vain. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique à avoir, que les projets soient portés par les structures, voilà, par tous les lieux culturels, mais par les artistes aussi, par les compagnies, par tous les éléments de la chaîne, et que ce soit effectivement global, et qu'il y ait je pense qu'il y a un vrai travail de formation, et avant de faire la formation, de sensibilisation, pour qu'effectivement l'accessibilité puisse se faire en équipe et pas souvent tenue par une personne, quoi. Mais voilà, on travaille pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. C'est vrai que, pardon, Simon, je te coupe. Juste, effectivement, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que nous, on a pas mal progressé sur ces questions. Je dirais, à force aussi de vous les entendre dire. C'est important de redire les choses parce que tout ça bouge lentement. Mais oui, sur la question du référent, évidemment, ou de la référente, sur la question et c'est peut-être une des difficultés pour nous d'ailleurs, structure culturelle, d'avoir plusieurs canaux de diffusion, donc effectivement du papier, de l'internet, des réseaux sociaux, des mailings, etc. C'est des choses qui pour nous peuvent être compliquées. On parlait de radio en amont. C'est un sujet qui avait été déjà évoqué parce que la radio est a priori pas mal écoutée par les personnes en situation de handicap visuel, et que ça peut être aussi un canal dont on devrait s'emparer un peu plus. Et aussi cette idée que tu viens de dire, et ça ressortait pas mal des diagnostics, et nous c'est quelque chose qu'on essaye de pas mal infuser au niveau des salles associatives, c'est que effectivement, ça soit partagé dans le projet associatif de la structure, enfin en tout cas dans le projet politique de la structure, et que ça irrigue bien, je dirais, de haut en bas, ou enfin, en tout cas toutes les personnes de l'association, du bénévole ou de la bénévole qui va faire l'accueil ou la caisse, aux membres administrateurs, administratrices. Et là-dessus, et sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur la question de la difficulté de faire venir les publics. Enfin, bon, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup et auquel on est confronté beaucoup. Je crois que là-dessus, il faut être très incisif parce que ça fait aussi partie de nos responsabilités de faire bouger les choses là-dessus, et ne serait-ce qu'avoir une interprète, LSF, ou quelqu'un à l'accueil, voilà, ça fait déjà médiation, ça interpelle, enfin,
Et oui, bah, il n'y aura peut-être pas grand monde, mais ça servira quand même, ou ça fera quand même progresser les choses. Et puis, enfin, voilà, les rampes PMR, ça sert pour les poussettes. Enfin voilà, je crois qu'il faut vraiment on le redit à chaque fois. Et puis Thierry disait rappeler qu'on était un peu convaincus, évidemment. Mais je crois qu'il faut rester assez incisif sur ces questions-là. Nous, on est confrontés à ça, hein. Les salles de cinéma nous le disent. Bah, pourquoi on va dépenser 3 000 € pour une boucle magnétique alors que personne ne va venir? Bon, déjà, c'est obligatoire, d'une part. Et puis après, bah, voilà, c'est aussi le début d'autres actions culturelles, d'autres actions de médiation, et il faut y aller. Je finis juste par un petit bémol au niveau des cinémas, par exemple. L'idée a fini par cheminer au niveau du CNC, donc au niveau national, de rendre obligatoire les audiodescriptions sur les films. Et par contre, une des craintes, là, c'est la question de la qualité. Donc, Anthony rappelait tout à l'heure que les audiodescriptions sont faites par des professionnels, que c'est un métier. Et une des craintes qui était sortie, c'est que voilà, s'il y a une obligation de rendre, enfin, d'audio décrire tous les films, va se poser la question de la qualité aussi des audiodescriptions. Et on sait que parfois, elles sont pas forcément, certaines sont parfois un peu ratées ou un peu à côté. Donc c'est aussi un point de vigilance finalement qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'aussi quelque part c'est une question qu'on s'était nous jamais posée, mais qui va peut-être se poser prochainement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Bah oui, c'est encore Anthony. Très bien, je sais. Je voulais réagir sur ce qu'a dit Simon. Justement, tu as raison, Simon. Il ne faut pas hésiter à faire, même s'il n'y a pas de personnes, même s'il y a peu de personnes qui viennent, il ne faut pas hésiter quand même à faire de l'accessibilité, parce qu'il y aura peut-être, la première fois, il y aura peut-être une ou deux personnes, la seconde fois, il n'y en aura peut-être pas, et la fois d'après, en fait, du coup, il y aura beaucoup de monde, parce que, en fait, il y a du bouche-oreille qui fonctionne, et il se peut qu'il y ait une année, par exemple, des personnes qui voulaient venir ne peuvent pas venir parce que c'est comme ça, hein, vous savez, et des fois, on n'est pas disponible, ça tombe comme ça, ou bah, je sais pas, on n'a pas fait attention à l'info, et puis l'année d'après, ben, du coup, on vient alors c'est pour ça qu'il faut quand même toujours faire des choses parce que parce que voilà. Et puis une chose qui est très importante aussi, que je voulais te dire, que j'ai déjà fait remonter, c'est qu'en fait, par rapport, tu parlais tout à l'heure de la radio, Simon, et il y a une chose que je regrette beaucoup, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de responsables de structures culturelles qui sont invités peut-être une fois tous les mois, tous les 2 mois sur France Bleu Océan, et qui ne parlent jamais en fait des dispositifs handicap. Et c'est bien dommage parce que, comme je le dis souvent, sachez que les personnes déficientes visuelles, la radio, c'est quelque chose, c'est un moyen qu'ils écoutent beaucoup. Et du coup, bah, il y a des personnes non-voyantes qui ne sont pas dans les associations. Et du coup, bah, c'est vrai que si on ne parle pas des dispositifs, bah, forcément, les personnes ne vont pas venir. C'est sûr. Mais merci Anthony. On va passer la main à Dominique. Non, je voulais confirmer en effet ce que disait Anthony, parce que pour organiser les séances de cinéma différence depuis 12 ans maintenant, en fait, on a besoin d'accompagner surtout les parents, notamment je vois les parents d'enfants handicapés intellectuels qui n'ont pas eu l'habitude d'aller au cinéma avec leur enfant, avec les frères et sœurs de l'enfant handicapé. Et autant au départ, on avait une dizaine, une vingtaine de spectateurs. Maintenant, même entre les 2 confinements, on a organisé une séance au Cinéville, comme d'habitude. On a eu 150 spectateurs. Donc, c'est vrai que c'est progressif, c'est du bouche à oreille, comme disait Anthony, mais c'est aussi, voilà, il faut rassurer, enfin, nous, on a surtout un rôle pour rassurer les parents et de leur dire que c'est possible. Oui, ils peuvent, et on n'arrête pas de le dire, oui, ils peuvent emmener leur enfant, même si leur enfant fait du bruit pendant la séance de cinéma, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas encore dans les habitudes, et c'est vrai que c'est ce qu'on tend à faire au niveau de TCAP, de permettre en fait à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de venir. Mais il y a un gros travail d'accompagnement et de rassurer justement ces personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas eu l'habitude. Donc, on espère que les jeunes, les plus jeunes, qui ont maintenant pris l'habitude de venir à des séances de cinéma, soit bien sûr cinéma différence, mais des séances normales, puissent après continuer et aller à toutes sortes de spectacles. Mais c'est vrai qu'il y a encore un gros travail d'accompagnement à faire. Et on communique. Le plus dur, c'est les foyers viennent facilement, mais le plus dur, ce sont justement les parents qui viennent en individuel et qui n'ont jamais eu encore l'habitude de sortir avec leur enfant pour aller à une séance de cinéma. C'est ça qui est le plus difficile à faire.
Michael, tu voulais intervenir? Oui, je reviens sur on parlait de la diffusion à la radio. Alors effectivement, oui, sur radio comme France Bleu, il n'est pas souvent fait état, hélas, des dispositifs qui existent pour les personnes en situation de handicap. Par contre, rapidement, je remercie FIP qui, quand même, pendant des années, bon, on nous dit que ça va cesser, là, ils ont 1 an de plus parce qu'ils n'ont rien à annoncer, hélas, quand même, qui, alors, pas sur le plan de l'accessibilité, je suis un peu hors sujet, j'assume, mais qui, quand même, moi, sans FIP, j'aurais bien du mal à sortir, hein, parce qu'on nous annonce. Parfois, c'est vrai, le jour pour le lendemain, mais très rarement. En général, on a une 3, 4, 5 jours. Alors, c'est vrai que c'est un laps de temps très court. Mais tout ce qui se passe quand même sur le plan culturel, Nantes, et étant aveugle, c'est quand même très, très appréciable. Ça évite de devoir aller sur tous les sites, ce qui est quand même assez complexe. Alors, bien sûr, on ne fait pas état, oui, effectivement, au grand regret des salles qui sont accessibles ou non et des dispositifs d'accueil prévus. On est parfois obligé d'en créer et fort heureusement pour certains événements, non seulement ça perdure, mais en plus ça s'amplifie. Donc ce n'est que mieux, quoi, en fait. Merci, Michael. Donc, les médias, du coup, c'est ça que j'entends, c'est que les médias ont un rôle à jouer aussi dans la table ronde de Manon sur la communication, voilà, qui sera aussi un sujet à évoquer plus largement pour jeudi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Tout à l'heure, je sais que tu parlais d'être dans une troupe de théâtre, c'est ça, je dis bien. Moi, je me demandais si dans cette troupe, il existait aussi, s'il y avait aussi des personnes qui avaient un handicap visuel et qui jouaient aussi sur scène ou pas ou... Jérôme? Alors, c'est vrai que nous, on dépend de l'ADAPI de Loire-Atlantique qui accueille plutôt des personnes handicap mental, déficience intellectuelle et troubles un peu autistiques. Donc, effectivement, on n'est pas sur le handicap visuel. Donc, chez nous, effectivement, on est aussi dans le cadre des activités d'un ESAT. Donc, il faut aussi avoir l'orientation ESAT pour pouvoir intégrer la compagnie. C'est un peu le point de départ. Donc, effectivement, on n'est pas sur la question du handicap visuel, mais ça doit certainement exister. Mais en tous les cas, chez nous, actuellement, au Cercle Carré, là, on n'est pas sur... on n'accompagne pas ce type de handicap. Voilà. Quelles seraient ces questions un peu de frein qui empêchent, mais là, on l'a évoqué, on l'a déjà bien évoqué là, depuis cette heure, mais aussi quelles seraient du coup les actions qui pourraient permettre, facilitateurs, voilà, de développer cette accessibilité culturelle. Donc, ça correspond aussi pour tous les éléments de cette chaîne, hein, parce que je pense que c'est toujours important. Voilà. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait faciliter un peu cet accès à la culture, qui est en ce moment un peu compliqué, on le sait, mais voilà, qui va évoluer? Eh bien, tout simplement plusieurs choses. On va voir qu'il ne fonctionnera pas dès le départ, parce que c'est pareil, après, il faut, comme le disait tout à l'heure Dominique, c'est rassurer le public, parce que, comme je le disais encore, et je le dis souvent, c'est que les personnes sans handicap, ils ont souvent un peu peur d'aller dans des événements qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils se disent, il y a des gens qui sont autonomes et qui vont y aller sans aucun souci. Par contre, il y a des personnes qui qui ont malheureusement des difficultés d'autonomie, c'est comme ça, hein, c'est leur handicap, et qui ont besoin, en fait, d'être rassurés sur l'accompagnement, sur l'accueil, et c'est ça, en fait, la grande peur, parce qu'en fait, il y a beaucoup de lieux, malheureusement, il n'y a pas ça. Et du coup, il faut absolument que les structures qui fassent de cet accueil communiquent un maximum. Et c'est à très de longue haleine, hein, parce que c'est pareil, les personnes en handicap ne viendront pas tout de suite. Il faut vraiment communiquer sur les dispositifs qui existent. Et puis, surtout, je veux se dire, c'est pas parce qu'une fois on aura fait quelque chose et qu'il n'y aura personne qui est venu, il ne faudra pas le refaire. Parce que des fois, on se dit, personne n'est venu, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Parce que certes, peut-être que la première fois, les gens ne sont pas venus. Mais les fois d'après, il y a du bouche à l'oreille qui se fait. Et voilà. Et il faut aussi que, en fait, dans les équipes, il y ait des personnes qui puissent aussi accueillir. Moi, je voudrais parler d'une initiative, d'une chose, ils ne sont pas présents ce soir, ils n'ont peut-être pas pu venir, ou peut-être, voilà. Je voudrais parler aussi de l'association Pick-up Production, qui organise, en fait, des événements comme le Festival Hip Hop Session. Et du coup, ils ont créé, en fait, une équipe, au sein de leurs équipes, hein, leurs équipes, c'est une vraie question. Il y a une équipe accessibilité audio-description et qui est chargée non seulement fait leurs événements en audio-description eux-mêmes, mais qui en plus fait de l'accueil et de l'accompagnement au niveau des personnes déficientes. Ils accueillent et ils accompagnent les personnes
du début du lieu jusqu'à la fin du lieu, et dans toute la soirée. Et bon, certes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent, mais il y a quand même un petit groupe qui vient. Moi, je sais que je fais de la diffusion, je suis un petit peu chargé de diffusion chez eux pour les personnes déficientes visuelles, puisque je connais aussi mieux. Et voilà, il faut vraiment voilà, communiquer, et c'est un travail de longue haleine, et communiquer et surtout dire qu'il y aura du monde, qu'il y a du monde pour accueillir si besoin. Et je pense que si on fait ça, et bien, à force, je pense que les personnes viendront. Merci Anthony pour cette réflexion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, nous, en tous les cas, sur les freins qu'on peut rencontrer dans le développement de la compagnie, en tous les cas, tout le travail qui reste à faire, je pense qu'il y a un gros travail à faire auprès des institutions publiques qui financent les projets artistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on défend avant tout notre projet comme un projet artistique. Et donc, il faut qu'on arrive à obtenir aussi des financements dans les budgets culturels et non pas que dans les budgets handicap. Donc ça reste un travail à faire, même si c'est vrai que nous, on est quand même soutenu par le département sur des dispositifs culturels. Donc ça, c'est très important pour nous symboliquement d'être reconnu comme compagnie professionnelle par le département et d'obtenir des financements, même s'ils ne sont pas énormes, mais sur ce thème-là. Mais on voit bien qu'il y a encore tout un travail à faire auprès de la DRAC, toutes les institutions publiques, puisque dès qu'on parle de personnes en situation de handicap sur scène, on pense très rapidement amateurs ou action de médiation. Voilà. Donc, il y a du travail à faire auprès des financeurs. Et puis, il y a un autre travail à faire, mais qui est de toute façon une difficulté pour toutes les compagnies, c'est la question de la diffusion et de trouver des lieux culturels pour jouer. Nous, effectivement, on a encore du travail à faire dans ce domaine-là, puisque on a globalement encore un peu de mal à être programmé au même titre que n'importe quelle compagnie. Donc voilà, il y a un effort. Il faut qu'on fasse mieux connaître notre travail. Il faut que les programmateurs soient un peu plus curieux aussi, qui au moins nous donnent notre chance, c'est-à-dire qu'ils viennent au moins voir le travail. Après, ils aiment ou ils n'aiment pas. Nous, on ne demande pas d'apitoiement. On veut juste être jugé sur le travail artistique et ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ils ont tout à fait le droit de ne pas aimer. Au contraire, on ne pourra pas plaire à tout le monde dans notre démarche. Mais en tous les cas, au moins qu'on ait la possibilité de montrer notre travail. Donc, c'est en train ça vient. Mais il y a aussi du travail. Il y a besoin de casser les codes, en fait, de ne pas réduire directement art, handicap à amateur. Voilà. Ce qui n'empêche pas, enfin, quand je dis ça, surtout, il ne faut pas se méprendre. C'est-à-dire il y a des très, très beaux projets artistiques amateurs. Je veux dire, nous, on ne fait pas mieux. Il y a énormément de beaux projets qui sont faits dans le domaine amateur et qui sont d'aussi bonne qualité qu'un projet à titre professionnel. Ce n'est pas le sujet. Mais en tous les cas, il faut qu'on arrive à convaincre les programmateurs qu'on a aussi notre place dans les programmations, dans les saisons culturelles. Bon, si je puis me permettre, un programmateur curieux, il y en a un à la soufflerie. Je ne sais pas si vous avez déjà creusé là-dessus. Alors pour l'instant, on ne l'a pas vu, mais voilà. Encore une fois, on n'a pas non plus, nous, fait tout le travail. Non, c'est juste une info comme ça. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je vais passer la parole à Cyril. Ah oui. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous. Moi, je travaille dans une école de musique. J'étais d'accord avec Anthony tout à l'heure. Je trouvais que sa réflexion très intéressante. En fait, quand on identifie une personne dans chaque structure qui peut être référente, entre guillemets, des questions d'accessibilité ou d'organisation auprès des personnes en situation de handicap, je trouve ça très intéressant, quelle que soit la structure et quelle que soit la matière, ou l'association, qu'en pensent les autres. Les écoles de musique, ça commence à sortir, ce sont les référents handicap, dont je fais partie très modestement. Donc, je pense que dans toutes les structures, il faudrait qu'une personne soit identifiée pour le public extérieur comme référent, d'une certaine façon. Moi, bonjour. Moi aussi, je suis comme Cyril et Anne, référente ou en voie de l'être. Moi, pour l'instant, je suis en voie de. Je suis d'accord avec ce que dit Cyril, évidemment. Plus on est identifié comme étant porte-parole, plus c'est intéressant. Voilà, bon, je veux pas grand-chose à dire par rapport à ça.
je pense qu'il y a tout un réseau, c'est ce que tu disais, Thierry, c'est que plus on en parle, plus on est identifiable et plus on peut faire des ponts entre les associations et les structures. Donc moi, c'est ça qui est intéressant, le réseau va grandir, donc c'est ça qui me paraît important. Après, je veux bien laisser la parole à Anne, qui a peut-être aussi son mot à dire par rapport au conservatoire. Oui, non, moi je pense qu'effectivement c'est bien d'avoir une personne identifiée. Néanmoins, effectivement, je pense que ça ne suffit pas. Enfin, c'est pas la seule chose qui peut, ça contribue, mais effectivement, il y a tout un environnement aussi qui est important pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et là-dessus, je pense qu'on a tous à travailler. Enfin, en tous les cas, au sein de nos propres structures, notamment dans les écoles de musique et conservatoires, être référent handicap, c'est aussi, je pense maintenant, par rapport à ce qui est évoqué, c'est aussi anticiper la venue de personnes et tout ce que ça implique autour, c'est-à-dire pas simplement le fait de prendre contact et de programmer les choses et de les communiquer, mais aussi d'imaginer tout ce que ça implique dans l'accueil au niveau de la structure, dans la manière de pouvoir guider, savoir comment les gens vont venir. Voilà, donc ça va au-delà. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai travail qui demande à être, je pense, approfondi à notre niveau. Enfin, je sais que nous, on commence à y travailler, hein, comme tu le sais, Thierry. Donc, voilà, c'est des questions qui sont importantes pour nous aussi. Voilà, mais c'est vrai que ça, voilà, je pense que ça va au-delà du simple référent. Enfin, c'est bien d'avoir un référent, mais il y a plein d'autres questions autour qui se posent pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Voilà. Parfait. Merci Anne. Merci Catherine pour votre intervention. Donc c'est quand, je me permets, c'est quand vous parlez de référents, c'est dans les écoles de musique, voilà, c'est référent des écoles de musique, c'est mis en place depuis 5-6 ans maintenant. Il y a un diplôme qui est donc, c'est pas forcément mettre en place des ateliers, c'est être la personne qui va pouvoir aider soit les collègues, les autres professeurs, soit les familles à aiguiller au mieux l'accueil de la personne en situation de handicap au sein d'une école. Et je passe la parole à Olivier. Oui, on avait travaillé en fait, que ce soit pour l'accès, enfin l'organisation, la démarche inclusive, on va dire. Pour les écoles de musique, on a fait la même chose pour les centres de loisirs, les accueils collectifs de mineurs, et c'est valable à peu près pour tout en fait. On a déterminé de façon thématique en fonction des champs d'activité des grandes étapes qui se retrouvent bien souvent en fait, hein, où on a la première étape où la structure est interpellée souvent parce que il y a un jeune, il y a une personne en situation de handicap qui veut pratiquer une activité et puis qui toque à la porte et puis tant bien que mal ça se met en place et puis on s'aperçoit que c'est pas si difficile que ça et puis après en fait c'est un peu pensé en équipe. Du coup, il y a un certain nombre d'autres étapes, mais je pense que l'étape quand même qui permet d'installer cette activité de façon pérenne et qui ne s'en va pas en même temps que la personne référente qui est référente dans la structure quand elle s'en va. Le moyen quand même où on a vu où ça pouvait effectivement être le plus sécurisé, c'est par rapport à une décision politique en fait. À chaque fois qu'il y a une décision politique, alors que ce soit à un niveau municipal, que ce soit à un niveau associatif, cette décision politique, elle suit après une structuration. Alors, le référent en est une, mais c'est une partie en fait, parce qu'un référent, c'est intéressant, c'est pratique, mais ça peut être aussi très pratique pour se décharger, notamment les autres membres de l'équipe, de cette question de handicap qui, des fois, est un peu difficile, et un peu compliquée, gêne un peu dans les pratiques ou dans les habitudes des professionnels. Ça permet de se dire, bon, il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est bon, c'est pas mon affaire. Et voilà, et la décision politique, elle permet de structurer ça. Elle permet aussi de structurer une communication par rapport à ça, parce que on voit souvent aussi des acteurs, je vais dire des acteurs, parce que ce soit école de musique, que ce soit la question du service civique, que ce soit la question du loisir, c'est pareil. On voit que les acteurs qui sont dans l'accueil, mais qui ne souhaitent pas forcément communiquer, parce qu'ils ont peur d'être débordés à un moment donné, de ne pas pouvoir gérer une quantité de personnes en situation de handicap qui seraient derrière des grilles et qui attendraient juste le fait d'avoir quelque chose dans une plaquette ou dans un projet d'établissement ou autre. Et en fait,
elles accueillent, mais chutent, quoi. Et voilà, et la décision politique, elle permet ça. Elle permet aussi de rendre une communication institutionnelle, pensée, une stratégie aussi, d'aller vers un public, parce que souvent, il faut bien aller chercher les personnes en situation de handicap, elles ne viennent pas forcément d'elles-mêmes, et c'est aussi à tout un autre travail. Donc voilà, en fait, on a déterminé un certain nombre d'étapes clés qui permettent effectivement aux structures d'être inclusives. Et c'est vrai que ce qui fait souvent, ce qui permet de l'être de façon très pérenne, c'est effectivement la décision politique, quoi, parce qu'elle n'est pas remise en cause, elle est installée, et après, il faut les moyens pour la mettre en place. J'étais peut-être un peu long, excusez-moi. Très bien, merci Olivier. Simon, tu voulais prendre la main? Oui, juste pour compléter ce que disait Olivier, quand je parlais de projet associatif, c'était tout à fait ça. Et ça permet aussi quelque chose qui n'a pas été dit explicitement par Olivier. Et je peux en témoigner moi au cinématographe quand je parlais que ça fait partie de l'ADN. Bon, ça ne veut rien dire la même chose, mais surtout ça veut aussi dire qu'on peut mettre en place des choses qui ne sont même pas discutées au sein de la structure tellement c'est évident que ça va dans le sens du projet politique. Donc ça a l'air un peu bête de le dire comme ça, mais c'est voilà, ça permet qu'effectivement toute l'équipe soit OK pour dire OK, on fait une séance, on est saturé, on refuse plein de séances parce qu'on n'a pas la place d'accueillir tous les publics qu'on pourrait, voilà, mais on va dire on a une demande d'enfants avec des implants cochléaires avec le CANSP au CHU de Nantes, et ben il y aura 10 enfants dans la salle, mais on y va, c'est évident, quoi. Et c'est vrai que quand c'est couché sur un projet associatif politique, ça facilite finalement le travail quotidien et les démarches quotidiennes dans ce sens-là. Parfait. Merci Simon. Écoutez, je pense qu'il est 56. Il va être le temps de se quitter. Voilà. Juste quand même pour souligner qu'effectivement, il y a quand même une belle dynamique quand même qui se fait depuis quelques années sur l'agglomération. Et je pense que là, tout ce qu'on entend en témoigne. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui ne peuvent pas se construire dans ce domaine-là en très très peu de temps. Et que si on veut aussi que les choses se construisent bien, il faut aussi avoir le temps et l'expérience pour que les choses se passent bien. Et je pense qu'il y a vraiment une réelle envie sur l'agglo, en tous les cas. Moi, je le constate avec tous les gens que je croise, comme Cyril, voilà. Et je pense qu'il y a une vraie dynamique pour que les choses se mettent en place progressivement et que ce soit des choses justement plus tard pérennes, qui restent pérennes et qui prennent vraiment sens pour les personnes en situation de handicap, qui puissent répondre à leurs questions, il me semble. Voilà. Eh bien, ça sera notre mot de la fin, Anne. Voilà, je pense qu'effectivement, tout a été dit. C'est juste une photo, c'est ce qu'on a dit. Je pense que c'est un long film, mais c'est une étape et je trouve que voilà, ça avance. Excusez-moi, j'ai plus de voix, vous voyez. Et donc voilà, c'est comme ça. Merci à tous. Je voulais remercier vraiment Amélie, Fanny et Lisa de l'association Happy LSF. Voilà, merci bien pour le travail que vous avez fait. Les intervenants, voilà, Simon, Anne, Marie, Benjamin et Jérôme, puis vous, voilà, qui êtes venus rester sur ce temps-là. Donc, merci à tous. L'enregistrement ça va être enregistré. Et puis, je vous invite aussi, donc du coup, il y a les liens. Et puis, le festival continue. Donc, on a prochainement 2 autres tables rondes. Manon et Olivier l'ont évoqué demain et puis vendredi. Et puis, il y a d'autres événements, des acteurs, plus de 40 événements qui ont lieu jusqu'à dimanche. Et notre quotidienne qui a lieu sur Facebook, 12h45, voilà, tous les jours, c'est des interviews d'acteurs du réseau, et puis, voilà, des news et des nouvelles. Merci à toutes et à tous.